Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 9 février 2026. L'actualité nationale avec le reflet du palais des gouverneurs. Hier dimanche, les choses sont allées vite. Eh bien, à l'hémicycle à Porto-Novo, les députés de la 10e législature ont été officiellement installés à la faveur d'une cérémonie solennelle. S'en est suivi l'élection des membres du bureau de l'institution. Au finish et sans grand détour, c'est le professeur Joseph Djogbenou qui est élu président pour un mandat de 7 ans. Il succède ainsi à Louis Vlavonou, également élu député sur la liste du parti Union Progressiste Le Renouveau. Le tout nouveau président a d'ailleurs pris ses marques ce matin avec la cérémonie de la montée des couleurs. Au drapeau ce lundi, l'homme a donné le top et le ton d'un mandat de la continuité républicaine. Eh bien, on commente ce soir les temps forts de cette cérémonie, le plébiscite du président Djogbenou et surtout la nature de la dynamique qu'il entend insuffler au Parlement les 7 prochaines années. Entre confrères ce soir, on se retrouve pour en débattre donc. Et donc, on est avec Prudent Nasserou. Prudent, bonsoir. Bonsoir Wahab. Bonsoir Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab. Bonsoir à tous. Allez, vous avez suivi. Bonsoir Prudent. Voilà, vous avez suivi l'actualité hier à Porto-Novo, Prudent Nasserou, de façon résumée. Qu'est-ce que vous retenez très rapidement ce qui concerne l'installation des nouveaux députés élus au Parlement? C'est une cérémonie protocolaire qui consacre in fine l'ascension, je dirais, d'un stratège organisé. Il s'agit bien entendu du professeur Joseph Djogbenou, qui est un maillon stratégique du système talent. Il n'est pas un député ordinaire. Et justement, à l'arrivée, c'est lui que, unanimement, tous les élus des deux blocs de la majorité présidentielle ont consacré avec 109 voix, c'est inédit. Et il faut se plonger un peu dans les applaudissements nourris qui ont suivi la délibération pour comprendre qu'ici, nous sommes dans une consécration totale d'une organisation politique réussie à travers les réformes, réussie à travers aujourd'hui ce qu'on peut appeler le monolithisme parlementaire, mais aussi qui consacre une verticalité du système. D'accord. Alors, on va évoluer tout à l'heure pour, je dirais, commenter un peu la façon dont le vote s'est déroulé. Alors, je vous écoute sur la façon dont l'opération, pour ne pas dire la cérémonie d'installation, s'est déroulée. Vous retenez quoi concrètement? Oui, on a été dans le cadre normal des choses. Et comme je le disais lundi dernier, on a eu le schéma où la majorité a fait parler d'elle en tant que majorité avec 4 membres et la minorité avec 3 membres, ce qui est véritablement normal. Et donc, nous avons eu un bureau de consensus. Et vous allez constater que il n'y a pas eu de challenger et au niveau des postes, il n'y a pas eu de challenger. S'il n'y a pas eu de challenger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont entendus. Et ils se sont entendus sur les postes et les uns et les autres ont essayé d'aplanir leurs différences et chacun a fait des concessions. Il ne peut en être autrement que ce qui s'est passé hier. Et si on est dans d'autres cas, c'est que ça pourrait amener beaucoup de choses. D'accord, allez, on va revenir. Alors, Prudent Nasserou, comme le disait tout à l'heure Armand Videgla, la désignation, pour ne pas dire l'élection de Joseph Djogbenou, c'était sans grand bruit, s'il faut dire les choses ainsi, sans challenger ni dans son propre camp, au niveau donc de l'Union Progressiste Le Renouveau, ni au niveau du parti, le bloc républicain. Comment vous expliquez ça? Il faut analyser les choses. Depuis 2018, nous sommes rentrés dans des réformes qui, au fil des années, consacrent ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'hyper-présidentialisme, qui, in fine, je l'avais évoqué dans mes propos liminaires, décline la verticalité du pouvoir. Nous avons des blocs présidentiels qui sont et soutiennent, qui sont des accompagnateurs des actions du gouvernement et soutiennent aussi le gouvernement, qui, in fine, suivent des directives. Les blocs, en eux, réunissent un certain nombre de députés qui suivent des directives. Et ça, c'est l'aboutissement de la réforme du système partisan qui consacre des partis forts. Et plusieurs exemples confirment bien ce que j'évoquais tantôt.
à travers ce concept d'hyper-présidentialisme que j'évoquais. Vous avez vu la désignation du candidat des deux blocs, la désignation de Joseph Diogbenou comme président de l'Assemblée nationale, mais aussi le mode je dirais, de candidature des députés. Aujourd'hui, en dépit de votre volonté, vous ne pouvez plus vous lever sans l'onction du parti politique pour dire que vous êtes candidat ici ou ailleurs. Et on a vu qu'en 2023, le président Joseph Diogbenou était candidat à Cotonou. 2026, il se retrouve candidat dans le zoo à Abomey. Tout ça montre qu'il y a une discipline de groupe et une prépondérance de la force des partis politiques. Et c'est justement ça qui, à l'arrivée, consacre ce que nous observons. Et il faut retourner en arrière pour comprendre d'où nous sommes partis et les mutations qui consacrent aujourd'hui ces valeurs politiques. On va faire ce retour en arrière tout à l'heure, si vous permettez, le temps que j'écoute Armand Videgla, 109 voix pour élire le député Joseph Diogbenou, président de l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas eu d'hésitation, même dans le camp adverse, c'est-à-dire même dans le camp du bloc républicain. Ça apparaît une forme de bénédiction de ces pairs députés, non? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si il décide de ne pas l'être ou il décide de l'être? S'il décide de l'être, il n'y a absolument rien à faire. Ah bon, pourquoi? Il a 60 dans son camp et les autres ont 49. Et donc la différence est de 11. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, si vous ne pouvez pas être fidèle à vos convictions, à votre parti politique, ce n'est pas la peine d'aller siéger au Parlement. Et donc, avec ces 60 députés, si les autres lèvent la main, s'ils veulent, ils raflent tout au niveau du bureau. C'est vrai que l'effectif numérique du parti permettait déjà d'élire le président, s'il faut dire. Mais on se dit pourquoi il n'y a même pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu d'abstention au niveau du parti bloc républicain, par exemple. Non, mais il doit avoir quoi? Il doit avoir quoi? C'est le schéma le plus simple. Ne croyons pas nos têtes contre l'asphalte. Aujourd'hui, on a l'asphalte un peu partout. Ne croyons pas nos têtes contre l'asphalte. Ne réfléchissons pas beaucoup. Nous avons déjà le schéma qui est là. Le schéma est très clair. Le schéma est simple. Le problème qui se pose, ou le problème qui peut se poser, on peut dire, mais pourquoi Diogbenou? Parce que je l'ai dit la dernière fois, que ce serait quand même un gâchis que lui, en tant que président du parti, il a une place de choix en tant que membre du Sénat. Et maintenant, il vient encore se pointer pour qu'on puisse l'élire en tant que président de l'Assemblée nationale. Peut-être c'est là où nous pouvons quand même faire le débat. Et si le débat se pose, c'est que politiquement, il y a eu un certain nombre de choses et que vous constatez que dans son camp, il y a quand même des challengers et non des moindres. Nous les avons quand même cités entre-temps, quand on a fait Voilà. Alors, Président Nassau, on se demande, mais pourquoi il n'y a pas eu de challenger? Puisque ce n'est pas des challengers qui manquent, ce ne sont pas des ambitions pour autant, parce que, comme on dit, on se connaît au Bénin, il s'agit du père-choix de l'Assemblée nationale. On est allé presque à valeur égale en tant que député à l'Assemblée nationale. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Je dirais, c'est parce que Diogbenou était le meilleur, c'est quoi exactement? Il ne peut pas avoir de concurrent. Puisque nous sommes dans la centralisation de la décision politique. Et il ne vous aura pas échappé que l'initiative des lois réformistes participe parfois de la volonté du prince et de quelques députés éclairés. Et c'est les mêmes parfois qui portent les initiatives fondatrices des grandes, je dirais, réformes qu'on a eues, des grands bouleversements qu'on a constatés. Et donc cette centralisation est au mai, je dirais, du prince, qui indique la ligne à suivre. Et dans le cas d'espèce, ça n'a pas manqué. En indiquant cette ligne à suivre, on peut parler de discipline, parce que bon, on a senti que les gens ont suivi cette ligne à suivre, si tant est que vraiment, il y a eu d'indications entre-temps. Discipline, je vois la discipline beaucoup plus pour, je dirais, le consacrer que pour les autres. D'accord. Parce que, aujourd'hui, vous ne pesez rien si vous n'avez pas l'onction de vos partis politiques. Que peuvent ces 109 députés, à l'exception des présidents de partis, sans l'accompagnement du parti? D'accord. Et aujourd'hui, tous les députés l'ont compris. La réforme ayant consacré les partis politiques forts leur donne une certaine prééminence sur les individualités et même nos désirs égoïstes ou fantaisistes. Ça ne peut plus exister dans un contexte où
Aujourd'hui, au niveau du Parlement, les gens sont là pour 7 ans. Et si nous sommes là pour 7 ans, nous devons consacrer la discipline du groupe parce que pour les députés nouvellement élus, on sait que tous n'ont pas bénéficié de l'onction du parti politique. Oui. Il y a des députés qui étaient de la 9e mandature qu'on a recalés à travers des positionnements, disons, punitifs. Oui. En tout cas, ça en a tout l'air. Oui. En tout cas, des positionnements qui ont réduit un peu leurs chances. Et dans le même temps, on a bombardé des gens qui étaient pratiquement inconnus au bataillon dans des positionnements qui leur ont permis de... Donc, aujourd'hui, face à tout ceci, les députés se retrouvent confrontés à la discipline de groupe. Oui. Certes, c'est un haut lieu de la politique. Oui. Est-ce que cette discipline va rayer? Parce que les frustrations aidant, Oui. peut-être qu'il y Comment aura... les choses vont se On passer? aura le temps de voir tout ça. Oui, alors à ma vidéo, c'est comme vous l'avez dit, ce n'est pas le potentiel qui manque au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. On a par exemple le président sortant de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui est également élu député à l'Assemblée nationale, mais il est resté presque bras croisés, en tout cas en ce qui concerne ce challenge avec Joseph Diogbenou, et les choses se sont passées sans casse. Oui, mais quand il fait 2 mandats, il va faire quoi encore? Mais la loi n'empêche pas ou n'interdit pas qu'il puisse faire plus que deux mandats. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Oui. Vous ne pouvez pas challenger le président de votre parti. Même si vous étiez président de je ne sais quoi, vous ne pouvez pas... Non, peut-être que dans les parti. questions de consensus et autres, on aurait pu trouver le consensus dans ce sens aussi. Pourquoi Oui, pas? peut-être, mais on n'a pas eu. On n'a pas eu cela. Oui. On a eu qu'il y a eu consensus autour de Diogbenou et que de l'autre côté, pratiquement, il n'y a personne qui puisse lever la tête. D'accord. Parce que si vous levez la tête de l'autre côté, quand on va, c'est à la Cour constitutionnelle qu'on va se retrouver. Or, nous avons déjà... C'est un acquis. Oui, C'était un acquis qu'on a que le consensus a valeur constitutionnelle. d'accord. Parce qu'on en avait déjà eu. Il y avait déjà eu tant de problèmes au niveau de l'Assemblée nationale, Oui. surtout pour la formation du bureau. On en avait eu tant de problèmes En effet. les années passées. Et donc, on a déjà quelque chose. Et c'est par rapport à cela... On a comme que des jurisprudences. Non, bon, comme Si on on peut le dit, appeler, comme les gens le disent, les Oui, spécialistes. oui. Et de ce côté-ci, on a un schéma où nous avons 2 partis C'était le qui meilleur s'entendent schéma selon vous? et 2 partis qui ont un accord entre eux et 2 partis qui sont de la majorité présidentielle. D'accord. Bon, vous ne pouvez pas être de la majorité présidentielle Oui. et vous créez encore des problèmes. C'est le schéma le plus simple à suivre et c'est le schéma le plus simple qui va travailler pour demain. D'accord. Pourquoi? Parce que vous savez, le président Diogbenou, Oui. il est président du parti. Il a voulu être le président de l'Assemblée nationale. Mais je ne pense pas que dans le camp, quelqu'un puisse lever la main pour être contre le président du D'accord, parti. oui. Et l'autre côté aussi, c'est quand vous voyez visiblement Joseph Diogbenou, c'est sûr que sur d'autres joutes, Joseph Diogbenou est une légende ailleurs. D'accord. Et que de ce côté-là aussi, tout le monde se retrouve. Et que sur ce côté-là, il dit oui, c'est moi. D'accord. Et je suis candidat. Oui. Je crois que vous soyez du BR et que vous soyez d'un autre parti. Oui. Vous ne pouvez que... Alors, président parler. Nassau, qu'est-ce qui a beaucoup plus pesé dans la balance, la casquette de président du parti ou les compétences de l'homme à proprement parler? Son assiduité, sa docilité, et parce qu'il bénéficie encore de la confiance du prince. Ne perdons pas de vue, 2018, il quitte le gouvernement en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle. désigné conseiller, bombardé président. Oui. Nous étions en juin. En juillet 2022, il abandonne les avantages que confère cette haute fonction républicaine du président de la Cour constitutionnelle pour se retrouver à la tête d'un parti politique pendant que personne ne pouvait voir ce qui pourrait sous-tendre ce choix. Et Il justement, parlait d'un choix lié à sa volonté d'aller jouer les militants à la base. et c'est pour ça que je parlais de stratège organisée. Oui. Et parce que de la gloire au front, il faut prendre le risque. Il a pris le risque et il y a eu même les revers à travers cette débâcle au niveau de Cotonou en 2023. Oui. Et aujourd'hui, une remontada ou une ascension Oui. qui Une consacre consécration. ce parcours, je dirais, en dents de scie. D'accord. Et à l'arrivée, il doit être le plus heureux des disciples qui ont concouru à l'avènement du prince. Ne perdons pas de vue qu'il est pratiquement le seul capitaine aujourd'hui à bord.
coup de chance, coup de grâce, mais aussi une certaine loyauté, une certaine fidélité. D'accord. Et ça, c'est un enseignement que beaucoup doivent tirer de la politique. Parce que dans le rang aujourd'hui des mouvanciers députés, on a quelques transfuges, même s'ils rejettent ce qualificatif, on ne trouve pas d'autres mots pour justifier. Et donc, cette loyauté qui consacre l'ascension de Joseph Diogbenou mérite qu'on s'y penche et postule à ce que les acteurs politiques puissent rester fidèles et loyaux à leur parti politique. D'accord. Et donc, le mérite ne l'est pas moins. Mais voilà les éléments qui pèsent, selon moi. D'accord. Alors, Amabidouga, pour ce président béni de ses pairs députés, qu'est-ce qu'il faut attendre pour les 7 ans à venir? Quelle est la nature de la dynamique qu'il doit insuffler, n'est-ce pas, à ce Parlement? Je crois que Joseph Diogbenou va prouver encore un autre leadership à la tête de notre Parlement. Et il ne va pas faire de miracle. Et moi, je n'attends pas de miracle de lui. Parce que nous sommes au niveau d'une institution républicaine qui a... on dit hautement politique. Hautement politique. Et tout est déjà tracé. Tout est déjà tracé. Il y a la loi qui est là, il y a le règlement intérieur. Et donc, si même il va au-delà, ses confrères vont le dénoncer. Ses confrères, oui. Ses pairs députés vont le dénoncer pour dire que voilà notre président qui fait à sa tête. Et donc, il ne peut que faire que ce que la loi lui dit de faire. Maintenant, et par rapport à la rigueur, par rapport aux résultats que l'homme veut, c'est à lui d'implémenter une autre dynamique pour que l'Assemblée nationale puisse montrer autre chose. Mais ce que j'ai retenu de lui et qu'il faut voir, il dit qu'il y a une concurrence internationale. Je ne peux pas le citer directement, mais une concurrence internationale. Et que chacun va sur le marché international quand même pour venir satisfaire les besoins de son peuple. Et c'est très important ce qu'il a dit. Et ça, dans le contexte international aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la sécurité, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, je crois que, et surtout dans le secteur de la défense nationale, parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème international, mais qui s'élargit d'une certaine manière. Et donc, si au niveau de l'international, notre Assemblée nationale peut faire quelque chose, et comme il a dit, je crois que ça va être encore très bien. De l'autre côté aussi, il y a au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, c'est ça qui est quand même bien. On était encore sur le marché et on est toujours sur le marché financier pour venir satisfaire les besoins du peuple. Et pourquoi? Parce qu'il faut dire au peuple ce qu'il est. Et il faut dire au peuple ce qui est. Ce que nous avons aujourd'hui sur le plan national ne nous permet pas de satisfaire nos besoins. C'est ça. Je crois qu'eux-mêmes viendront dire ça autrement. Parce que c'est ce que j'ai compris. Dans le langage, je dirais, avec le narratif, c'est ce que je comprends que je dis. Ce que nous récoltons au plan national ne nous permet pas. Donc, notre État est obligé d'aller sur le marché financier, de lever les fonds pour venir maintenant financer notre développement. Je crois que c'est très bien. Il faut que nous soyons préparés à cette réalité pour ensemble faire face à cela. Il faut qu'on comprenne que c'est comme ça que notre État fonctionne. Si nous ne comprenons pas, nous allons gesticuler tout le temps et nous allons dire des choses que nous ne comprenons pas exactement. D'accord. Alors, on attend quoi de Joseph Diogbenou? Il s'agit d'une mandature ou d'une législature quelque peu singulière. C'est quand même 7 ans de gestion ou 7 ans de séjour au Parlement pour ces députés. À quoi s'attendre avec Joseph Diogbenou en termes de dynamique à insuffler à l'institution? Une législature parlementaire prolifique et fructueuse. C'est ce que je pense, parce qu'il a fait ses preuves au niveau du ministère de la Justice avec un certain nombre de réformes engagées dans les juridictions. On se souvient encore de la création des cours d'appel, tout ça. Donc, c'est un agrégé de droit quand même. Et l'Assemblée, c'est le lieu... Mais ce sont des réformes qui continuent de faire autant de bruit, que cela qu'il faut. Pas au niveau de la justice. C'est ça qui permet aujourd'hui une célérité dans le traitement des dossiers. Les cours spéciales, ça relève de lui. Les cours d'appel qu'on a dû créer par département, qu'on a augmenté, tout ça, ça relève de lui. Il y avait aussi une orientation
donné directement au parquet par rapport à la politique judiciaire, tout ça, c'est Joseph Diogbenou. Donc, en tant qu'agrégé de droit, je pense qu'il est dans sa matière, puisque l'Assemblée nationale, c'est un lieu où on vote les textes de la République, les textes qui gouvernent le fonctionnement de la cité. Et ici, je le vois un peu... Parce que dans son discours, il a voulu être proche du peuple à travers la résorption des questions de mieux vivre, de mieux être, tout ça. Et donc, quand on est dans ce postulat, et qu'on veut se ranger du côté du peuple, alors qu'on est un Parlement qui accompagne le gouvernement, il peut avoir une difficulté. Et donc, il lui reviendra avec ses collègues députés de trouver le juste milieu, tout en faisant la volonté du peuple, en même temps qu'en accompagnant le gouvernement. Et moi, je me dis qu'ils feront beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte sous-régional qui est délétère, mais ces aléas ne participent pas du travail parlementaire. En tout cas, aujourd'hui, on a un peut-être Sénat... que le travail parlementaire pourrait accompagner à booster les choses et améliorer les résultats attendus. Justement, heureusement qu'on aura bientôt un Sénat où les compétences militaires seront consacrées autour des anciens chefs d'État pour être des forces de proposition et de décision aussi bien au niveau donc, de cette deuxième chambre que dans l'orientation à donner aux politiques gouvernementales. Et donc, je vois que le Parlement sera moins dans ce rôle que le Sénat, dans le rôle de la sécurité de notre intégrité territoriale, tout ça. Je vois beaucoup plus le Parlement. Mais quant aux tests qui vont gouverner le bon vivre au Bénin, je pense qu'ils vont beaucoup travailler à cela. D'accord. Puisqu'ils sont du peuple, ils sont dans le peuple. D'accord. Alors, Armand Videgla, la façon dont, je dirais, l'élection du président Joseph Diogbenou est passée avec tout l'accompagnement du parti Bloc républicain, doit-on dire que dans le futur, beaucoup de choses vont passer également comme une lettre à la poste? Il sera l'homme le plus écouté au niveau du Parlement? Non, une lettre à la poste, je ne pense pas. Ah bon. Il faut d'abord avoir le comportement des deux partis politiques sur le terrain pour comprendre que d'un côté, il n'y a pas les bons et que de l'autre côté, il y a des godillots qui vont suivre à la lettre. Non, moi, je ne pense pas. Tout ça, si nous disons ça, c'est que nous essayons quand même de ne pas reconnaître, et comment dire, est-ce que je vais dire la compétence, mais de ne pas reconnaître quand même ce que c'est qu'un député. C'est ça. Si nous disons des choses comme ça. Parce que un député, c'est quand même quelqu'un d'un certain niveau. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce que l'on dit, qu'il soit quelqu'un de la trentaine ou de la vingtaine, je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un d'un certain niveau, parce qu'il y a des documents que nous ne pourrons jamais avoir qu'il a. Et peut-être que... Comment dire, les secrets d'État, des informations... Et peut-être qu'il faut déclasser ces documents-là un jour, dans 40 ans, ou bien dans je ne sais pas quoi, pour que nous puissions avoir accès. Alors que lui, il a les documents. Et donc, je crois qu'il n'y a pas une question de lettre à la poste. Je crois que chacun doit travailler. Et les députés, vous voyez, quand j'ai suivi les Voice Populi, mais qu'est-ce que les gens demandent? Mais ne faites pas comme ce que vous faites toujours. Essayez quand même de contrôler l'action gouvernementale. C'est ce que tout... C'est-à-dire qu'on n'attend pas de chaque fois qu'ils viennent applaudir, qu'à des moments donnés, ils puissent se pimenter un peu les choses. Je pense qu'ils n'applaudissent pas tous. Mais je crois aussi qu'ils devaient quand même se rendre à l'évidence. Ou bien ils n'applaudissent pas au même moment. Peut-être. Et je crois qu'ils devaient se rendre aussi à l'évidence qu'il ne faut pas aussi applaudir. D'accord. Voilà. Oui. Alors, Président Nassau, il y a un autre détail, la question que je faisais tout à l'heure à Armand Videgla, la possibilité de voir les choses circuler sans grande difficulté, passer comme une lettre à la poste, parce qu'on a vu un peu cette chaleureuse poignée de main entre Abdoulaye Biotchane et le président Joseph Diogbenou, un peu pour dire, écoute, nous sommes complices, les choses se sont très bien passées, félicitations. Ah non, je ne partage pas totalement le point de vue de Videgla. D'accord. Puisque je vous rejoins quelque part en disant que les choses vont se passer comme une lettre à la poste. Et c'est d'ailleurs ce que revendiquent
les porteurs de la réforme du système partisan. Et aujourd'hui, on a beau vanter, même en campagne électorale, l'accompagnement des politiques gouvernementales. Si le Bénin se développe, c'est parce que nous sommes des députés qui accompagnent le gouvernement. Et donc, cette rhétorique va peser dans le débat. Et on n'est pas, moi, je ne suis pas sûr. D'abord, comme je l'ai dit, on est dans un monolithisme parlementaire, donc c'est les partis politiques qui sont forts. Le député, même en dépit de sa volonté, est obligé de surfer sur vraiment des béquilles, au risque de se retrouver tout de suite fragilisé. Et les conséquences sont là. Ceux qui ont fait le mandat de transition de 3 ans vous le diront. En tout cas, ceux qui n'ont pas été reconduits l'ont appris à leurs dépens. Et donc tout ça participe d'une prépondérance des partis politiques sur la simple volonté du député. Je suis d'accord avec Villegla quand il dit que le député, le parlementaire doit être quand même quelqu'un de très critique, quelqu'un d'objectif. Mais vous vous attendez à ces critiques-là avec c'est ça malheureusement, la fragilité de la réforme du système partisan qui consacre aujourd'hui des blocs politiques forts. Et vous ne venez pas dire quelque chose qui ne rentre pas dans la logique politique de votre parti, puisqu'en amont, les directives sont données. Il s'agit quand même de 2 groupes parlementaires, la majorité et la minorité. Et donc, si votre parti politique n'est pas dans une orientation, je ne vous vois pas en train de venir. Et ça, comme je l'ai dit, beaucoup de députés l'ont appris à leurs dépens. On ne va pas refaire l'histoire. Ceux qui ont voté le rouge en son temps, ont été tous recalés. Et ça, ça consacre la prééminence des partis politiques. Dans votre première prise de parole, n'est-ce pas, vous avez démontré combien il s'agit de 2 formations politiques, n'est-ce pas, qui soutiennent le gouvernement et qui ont suivi un peu la ligne indiquée. Ça a permis à ce que la désignation, l'élection de Joseph Diogbenou puisse se passer sans grand détour. Est-ce qu'avec, je dirais, une pareille combinaison, une pareille complicité, on doit s'attendre avec les accords parlementaires et autres, est-ce que vraiment on peut s'attendre à des points d'achoppement viril au Parlement avec ces 2 formations politiques? Oui, c'est là où moi j'ai un petit problème avec nous tous. Est-ce que nous sommes dans une critique ou est-ce que nous sommes dans une confrontation? D'accord. Parce que c'est ce que je constate. Oui. Et est-ce que la critique, c'est la confrontation? Est-ce que dans la critique, nous serons dans les... comment dire... Peut-être que la critique peut conduire, n'est-ce pas, à des confrontations, pas des insultes, pas des coups de poing, mais peut-être à des critiques vraiment acerbes. D'idées, voilà. La confrontation des idées. Oui. Je crois que c'est cela. Mais non, ce que je constate, c'est que les gens ne veulent pas de la confrontation des idées. Les gens veulent qu'on dise non, ceci, cela, on commence par raconter des choses que personne n'a dont personne n'a les preuves. D'accord. Vous voyez? Et donc, nous voulons la confrontation. Nous voulons les critiques. Qui ne veut pas de critiques? Qui ne veut pas de critiques pour que ça puisse bouger? Peut-on s'attendre à ces critiques, à ces confrontations? Moi, je crois que c'est pas pour la première fois que nous avons eu cette configuration de l'Assemblée nationale. Mais elle est très renforcée actuellement. Et donc, nous ne pouvons quand même rien inventer. Si quelqu'un est député et il est élu député, et qu'à l'Assemblée nationale, il ne veut pas faire son job, je crois que les électeurs sont là. 2 mots pour conclure. Moi, j'ai bien mal dans ma peau parce que ça ne se passe pas qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des députés qui, pendant les 3 ans, n'ont jamais pris la parole. C'est regrettable, on peut les citer. Et même au niveau des conseils communaux, le débat est totalement un débat de boutiquier. D'accord. Merci beaucoup. Avant Videgla, merci beaucoup. Merci, monsieur. On va remercier le boutiquier. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30, on va céder la place à Narcisse à l'Ossé pour Canal Sport. Ils vont se défouler un peu à partir de 21h. Allez, portez-vous bien.